Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce petit live. Donc nous, on organise, donc on est un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales. On a plusieurs typologies de clients que vous connaissez déjà. On a beaucoup de clients avocats évidemment. Et donc, une des problématiques qu'on a à faire souvent, c'est la gestion du pacte d'actionnaires. Parce que, bêtement, les cordonniers étant les plus mal chaussés comme toujours, on se retrouve avec des pactes d'actionnaires qui soit ne sont pas faits, alors que j'ai même des cabinets qui sont spécialisés en droit des sociétés qui n'ont pas fait de pacte. Et c'est très dommage parce qu'évidemment, au moment où les frustrations arrivent, on se retrouve avec des difficultés. Et l'idée de ce petit live, c'est de vous permettre de balayer les clauses que vous connaissez, que vous avez, de vous permettre de poser les questions que vous souhaitez et de répondre éventuellement à certaines problématiques. Vous n'oubliez pas de couper vos micros, ça serait top. La façon dont on communique nous aussi, c'est qu'on prend chaque mois un nouveau thème, qui sont des thèmes qu'on voit souvent revenir, nous, dans nos dossiers. Irène, nous, on vous entend très bien. Et du coup, on prend chaque mois un nouveau thème et on le décline pendant le mois avec soit des posts, soit des infographies. Et la dernière semaine de ce mois-ci, on fait un petit live sur le sujet. Donc là, ce qui va nous occuper, c'est le pacte d'associés. Je vous partage mon écran parce qu'évidemment, on a fait un petit PowerPoint. Si vous pouvez me dire si vous voyez mon écran, ça serait vachement bien. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça a marché, je recommence. Voilà, normalement, vous l'avez, non? Pour ceux que je vois, par exemple, Valentin, je vous vois là, dans mon petit truc. Est-ce que vous pouvez hocher de la tête si vous voyez mon écran? Oui, Valentin voit mon écran, donc j'imagine que vous le voyez tous. Ok, du coup, comment rédiger son pacte et les trucs qu'il ne faut pas oublier. Alors, ce qu'on a pris le parti de faire, c'est de vous passer en revue les clauses qui nous semblent indispensables dans le pacte, dans les pactes qu'on fait nous, qu'on propose. Et évidemment, on ne va pas vous remettre les clauses que vous avez très probablement déjà. Ce qu'on vous propose, c'est des clauses qu'on ne voit pas assez souvent au sein du pacte. Donc, la première qu'on ne voit pas assez souvent, c'est les clauses qui ont attrait à maternité, paternité, incapacité, décès. Alors, comment on traite ça chez nous? Nous, on considère que, comme on a tous à un moment besoin de faire des enfants potentiellement, on considère qu'il faut se poser la question de savoir comment on traite la maternité de l'associé qui va avoir un enfant, comment on traite son congé maternité, et notamment au moment de savoir si on lui verse sa rémunération et dans quelle mesure on lui verse. Évidemment, ça va toujours de soi qu'il faut rémunérer l'associé qui est en congé maternité, mais quand c'est écrit, c'est toujours mieux. Et par souci d'équilibre, on propose également de coupler la clause avec une clause de congé paternité. Dans nos clauses à nous, on prévoit des durées qui sont les mêmes que celles des collaboratrices libérales. À ceci près qu'aujourd'hui, dans la collaboration libérale, vous devez prendre un congé maternité qui est fixé à 2 semaines avant le début de votre accouchement, de mémoire. Et nous, ce n'est pas quelque chose qu'on reproduit. Alors, j'ai des gens qui n'ont pas coupé vos micros, il faut que vous fassiez attention. Excusez-moi, j'ai vraiment beaucoup de gens qui ne coupent pas vos micros. Faites attention de couper vos micros, s'il vous plaît.
Donc, nous, on prévoit ça. On aligne le congé maternité sur le congé de la collaboratrice libérale. Et on prévoit une compensation potentielle des cotisations, enfin, des rémunérations qui sont rendues à la collaboratrice libérale et qui seraient le même pour les associés. On essaye de faire une compensation entre les rémunérations et ce qui est dû à la femme qui accouche au titre de l'URSSAF et du barreau potentiellement. Dans certains barreaux, il y a des primes. Mais ça, c'est à mettre, cette compensation, me semble-t-il, elle est à corréler avec les cotisations dont on va parler tout à l'heure. Ensuite, vous avez la question de l'incapacité et du décès. Alors, l'incapacité et le décès, c'est à un moment donné dans mon parcours professionnel, je peux avoir un pépin de santé, pardon. Qu'est-ce qui se passe pour ma rémunération quand j'ai ce pépin de santé-là? Là, vous allez avoir, il faut le prévoir, donc pendant combien de mois je suis payée, combien je suis payée, est-ce que je suis payée 100% de ma REM classique ou pas? Et donc là, vous voyez bien que l'enjeu, il est de savoir comment est composée la REM des associés. Dans certains cabinets ou études dont on a la charge, on a des systèmes de rémunération avec des systèmes d'apport d'affaires. Je te transfère un client ou tu travailles sur un client à moi et tu vas avoir dans le chiffre d'affaires, dans ton chiffre à toi, qui va être la base pour constituer ta rémunération, dans ton chiffre à toi, tu vas avoir une partie du chiffre d'affaires que ce client va rapporter à la société. Et donc, l'apport d'affaires, et cet apport d'affaires, il peut exister sur un dossier, mais il peut exister plus probablement sur un client. Et donc, je peux avoir des gens qui vont récupérer du chiffre d'affaires alors que pour autant, ces gens-là ne travaillent plus. Alors, moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous ayez conscience que tout ceci a des implications. Et il faut que vous vous posiez la question. Donc, la première question, c'est je peux avoir de la REM qui est constituée par de l'apport d'affaires alors que je ne travaille pas. Mais quid de l'autre partie de ma rémunération? Et ça, c'est à corréler avec un autre truc qui est les cotisations qu'on va voir dans 2 secondes. Mais pour devancer un peu cette problématique-là, la question des cotisations, elle est essentielle. Vous savez que vous allez payer des cotisations au titre, enfin, globalement, on paye tous des cotisations au titre de l'URSSAF, ok, si on est libéraux en BNC ou traitement salaire, mais avec notre cotisation sociale sont tous les mêmes, c'est cotisations TNS. Donc vous allez payer votre URSSAF. Et après, selon votre profession, vous allez payer d'autres cotisations à vos barreaux, chambres, etc. En gros, ça, c'est le socle des cotisations de tous les associés. Bon, c'est par ailleurs la même chose pour les collaborateurs libéraux, mais peu importe. Pour tous les associés, c'est le même. Et puis, en plus de ce socle commun qu'on a tous, vous allez avoir un socle qui est non obligatoire. Et ça, c'est vos Madelins. Qu'est-ce qu'on fait de vos Madelins? Est-ce que les Madelins, c'est les mêmes pour tous? Et est-ce qu'elles sont payées par la société? Première question. Si elles sont payées par la société, il y a une subdivision. Est-ce qu'elles sont payées par la société et on n'en parle pas dans la rémunération? Ou est-ce qu'elles sont payées par la société, mais elles sont réintégrées en tant que charge dans l'analytique qui va constituer la rémunération? Et pourquoi je vous parle de ces cotisations? C'est qu'on comprend très bien qu'il peut y avoir des dossiers, des matières dans lesquelles je continue à percevoir ma rémunération alors même que je ne travaille pas. J'ai un pépin de santé, mais il se trouve que mon business est fait de telle façon que mes collaborateurs travaillant, j'ai du chiffre qui est constitué. Attention, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro et qui doit être dans le métro, je pense. J'ai du chiffre qui est réalisé, mais en fait, moi, je ne travaille pas. Et là, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on continue à me rémunérer? Probablement que oui. Mais quid de ce que je vais percevoir de mon assurance?
Je vais avoir une assurance incapacité. Je vais payer des cotisations au titre de cette assurance incapacité. Je vais donc recevoir, puisque j'ai une maladie, donc je vais recevoir, moi, à titre personnel, des indemnités. La question se pose du sort de ces indemnités. Je vous explique. Est-ce que si je paye mes cotisations, moi, tout seul, de cette assurance en plus, est-ce que malgré le fait que je continue à avoir du chiffre, ces cotisations, ces indemnités me sont attribuées et donc je vais être payée potentiellement 2 fois? Ou est-ce que ces cotisations, elles viennent en déduction de la rémunération, donc ça sera la société qui les perçoit, et elles viendront en déduction du chiffre que moi, j'aurais fait, ou de la rémunération plutôt, qu'on devrait me donner. Et ça, pour moi, il faut faire une sorte d'équilibre. Si c'est la société qui paye et que ce n'est pas nécessairement réintégré dans votre chiffre, bah oui, évidemment, la société va bénéficier de ces indemnités. Si c'est vous qui payez, bah à mon avis, la question ne se pose pas. Je vais vous dire, si vous avez payé, que vous continuez à avoir du chiffre, eh ben, vous gardez et potentiellement, vous seriez payé 2 fois. Il peut y avoir un autre cas un peu hybride où vous avez potentiellement une baisse de chiffre, la société paye des cotisations, mais c'est réimputé sur votre chiffre. Et là, du coup, il faut qu'il y ait une discussion entre les associés pour savoir dans quelle mesure la société doit se faire compenser l'arrêt de travail de son associé. D'autres clauses qu'on voulait voir avec vous, c'est la clause de retrait d'exercice d'un associé. Alors, là, je vais parler plutôt des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés de droit commun. Ça va être aussi le cas pour les associés, pour les avocats, pardon, lorsqu'ils sont en harpie. Mais elle ne se déclinera pas de la même façon. Pour tous ces gens-là, je vais avoir une particularité, c'est que je peux détenir des parts ou des titres de société, donc des parts ou actions. Donc, je mets l'harpie de côté. Je peux détenir des parts ou actions d'une société en étant non exerçant. C'est de l'intérêt de personne d'avoir à son capital social quelqu'un qui n'exerce pas la profession à l'intérieur de la société. Donc, on va permettre à l'associé et l'encadrer, puisque pour ceux qui sont au courant, il y a une jurisprudence qui a fait trembler le monde, qui dit que ce n'est pas possible d'avoir une clause de retrait dans des statuts. Je vous explique, c'était des avocats, ils avaient une clause de retrait qu'ils avaient mis statutaire, et la jurisprudence de la Cour de cassation a dit quand le retrait n'existe pas de par la loi dans une société, on ne peut pas le mettre en place statutairement. En gros, soit le retrait est prévu par la loi, soit le retrait n'est pas prévu, et à ce moment-là, il ne peut pas exister statutairement. Le principe du retrait, c'était quoi? C'est calqué sur le régime des SCP, c'est-à-dire à un moment donné, je ne veux plus travailler à l'intérieur de la société, je dis que je me retire et la société est obligée de me racheter mes titres. Donc, c'était cette clause-là qui existait dans les statuts. La Cour de cassation a dit niet, ça ne doit pas exister. Ça ne peut pas exister tant que ce n'est pas prévu par la loi. Il se trouve que ce n'est pas prévu par la loi pour les sociétés d'exercice libéral ou pour les sociétés de droit commun. Donc, comment est-ce qu'on traite le cas de l'associé qui veut s'en aller et les associés restants ne veulent pas qu'il reste au capital? Comment on traite ce sujet-là? On parle d'abord d'organiser le retrait d'exercice, c'est-à-dire qu'on dit l'associé en question qui veut s'en aller doit notifier le fait qu'il veut cesser d'exercer à l'intérieur de la société. Ça donne quoi? Ça donne l'envoi d'une lettre recommandée par AR et un délai, par exemple, de 6 mois. Mais ensuite, ça, ce n'est pas suffisant. C'est la base, mais ce n'est pas suffisant. Il faut décliner et granulariser cette clause de retrait. Vous allez parler de comment est-ce qu'on va informer les clients. Mais ce n'est pas suffisant. Quel client on va informer? Qui est-ce qui se met d'accord
sur la liste des clients. Qui est-ce qui se met d'accord ou qui donne son aval sur le contenu de la communication qui va être adressée à des clients? Est-ce que ces clients qui n'ont pas été adressés, est-ce que les associés restants ont droit eux aussi d'aller, une fois l'associé parti, d'aller les revoir en leur disant mais vous devez rester, ça va être super, vous allez voir, on va vous faire des super conditions, etc. Autre question, celui qui part, est-ce qu'il a le droit d'aller attaquer tous les clients qui sont restés à l'intérieur de la société? Ensuite, vous allez vous poser la question de savoir si l'associé, pendant le préavis, comment est-ce qu'il doit être payé? Est-ce que ses cotisations sont prises en charge? Attention, précisez également, le jour où cet associé s'en va, le lendemain, le surlendemain, dans 6 mois, ses cotisations à lui, elles vont être assises sur l'année antérieure de son départ. Et donc, potentiellement, cette personne-là va se retrouver avec des cotisations qui sont peut-être trop élevées par rapport à sa rémunération actuelle, puisque il est fréquent que et c'est notamment le cas lors d'installations, je suis collaborateur ou je suis associé d'un cabinet qui marche très fort, je décide de me séparer de ces associés-là, je remonte mon activité seule. Il y a à parier que dans certains cas, j'ai une rémunération qui va être moins importante. Mais pour autant, mes cotisations vont être assises sur ma rémunération de N-1. Donc, est-ce que ce gap, est-ce qu'il est pris en charge? La plupart du temps, il ne l'est pas, mais il est vraiment très utile de le préciser au sein du règlement intérieur ou du pacte d'associés. Ensuite, va se poser la question de savoir tout ce qui est traitement de plus-value. Préciser, je vous en supplie, que tout ce qui est impôt, cotisation en rapport avec le retrait sera assumé par l'associé seul. Ensuite, se pose la question, pendant ce préavis, de la facturation de l'associé. Parce qu'il est très fréquent de voir des associés qui vont un petit peu lever le stylo pour justement se garder un petit pécule de potentielle facturation pour lorsqu'ils vont redémarrer leur nouvelle activité. Donc ça aussi, ça doit être prévu. Et il doit être prévu, en tous les cas, nous, c'est ce que nous faisons dans nos pactes, il doit être prévu que si l'associé ne joue pas le jeu, non seulement sa rémunération sera réduite, mais en plus, son préavis pourra l'être également. Ensuite, ce que nous prévoyons également, dans le cadre du retrait, c'est que nous prévoyons que si des collaborateurs ou des salariés souhaitent suivre l'associé qui s'en va, leur préavis à eux aussi peut être aménagé s'ils le souhaitent. Je précise bien, s'ils le souhaitent et s'ils le demandent. Prévoyez-le parce que tous ces gens qui restent alors qu'on sait très bien qu'ils vont suivre l'associé, il est fort à parier que leur objectif principal ne soit pas nécessairement que le cabinet fleurisse en attendant qu'ils aillent ailleurs. Donc, je vous invite vraiment à prévoir que si ces personnes-là le demandent, leur préavis sera réduit également. Ensuite, il est utile de prévoir qu'est-ce que va emporter l'associé qui va s'en aller. Je prévois toujours la copie. Attention, il y en a un qui souffle dans son micro et qui n'a pas fermé son micro. Je prévois toujours que l'associé va pouvoir bénéficier d'une copie des dossiers électroniques qu'il suit, une copie de sa boîte mail. Il faut aller plus loin, il faut préciser qu'il faut que cet associé puisse et prévoir le texte du message qui va être envoyé sur sa boîte mail. Vous savez, le message automatique. Donc, c'est tout un tas de clauses qu'il est utile de prévoir et c'est pour ça que je vous disais, il faut granulariser cette clause de retrait pour rentrer dans le concret du départ. Et nous couplons, pour aller plus loin, en fait, nous couplons cette clause de retrait, nous la couplons d'une promesse de cession. C'est-à-dire que
pour ne pas qu'il y ait des gens qui restent à l'intérieur de votre structure alors qu'ils n'y travaillent plus, nous prévoyons une promesse de cession disant qu'à partir du moment où vous décidez d'arrêter de travailler, à partir du moment où vous avez notifié votre retrait, mais nous le prévoyons également pour le décès, il faut, et pour l'incapacité si elle dure pendant un temps trop important, l'associé qui est ou victime de cette incapacité, ou les héritiers de celui qui décède, ou celui qui souhaite se retirer, son exercice, j'entends, ces gens-là, on les oblige à céder puisqu'ils auront signé une promesse de cession. Et dans cette promesse de cession, on aura donné un temps pour la société pour lever cette promesse et acheter. Et on aura également prévu des modalités de valorisation des titres. Les cotisations, nous les avons mis là, mais je crois que nous avons fait le tour sur la question de savoir comment est-ce qu'on prévoit et qui est-ce qui paye in fine les cotisations. Si vous avez décidé de faire un call-cause et de tout mettre en commun, c'est possible, mais c'est possible quand vous avez des structures familiales ou d'âge qui sont similaires, puisque les cotisations de quelqu'un de 55 ans, 65 ans, 70 ans ne sont pas du tout les mêmes de quelqu'un qui a 35 ans. Donc, faites-y attention pour savoir si elles sont réintégrées potentiellement dans les charges de l'associé au niveau de sa rémunération. Ensuite, nous prévoyons des clauses de ce qu'on appelle de politique générale. Qui est-ce qui décide? Comment c'est organisé? Et quelle est la philosophie de l'association? La philosophie de l'association, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a voulu mettre en place? C'est souvent quelque chose qui est négligé, c'est régulièrement en préambule, ça peut être ailleurs, mais c'est régulièrement en préambule. Et donc, c'est l'effort qu'auront fait les associés pour écrire la stratégie de leur étude ou de leur cabinet afin de pouvoir s'y référer lorsqu'il y aura des problématiques, alors des problématiques de conflit de pouvoir, mais aussi d'investissement. Quelle était la base de notre association? Quelle était la philosophie générale? Où est-ce qu'on voulait aller? Et donc, est-ce que cet investissement est utile? Est-ce que ce développement, cette branche de développement est utile? En quoi elle va servir la philosophie générale de l'association que nous avions eue? Ce qu'on organise souvent, c'est des comités stratégiques, des comités de réflexion, des comités ce que vous voulez, mais c'est utile d'avoir des cercles de réflexion et en plus, je dois dire que ça implique les gens. Ensuite, ce que nous faisons pour dans certains cas, peut-être pour certains d'entre vous, vous savez que dans certaines sociétés, nous avons des multiplicités de gérants. C'est très fréquemment le cas en CELARL ou en SARL. On se retrouve avec 12 co-gérants. Personne ne peut gérer une société à 12. Donc, ce qu'on fait, c'est des comités, mais aussi on fait une liste de décisions qu'on appelle décisions importantes. Et donc, il est inscrit et dans les statuts et dans le pacte un principe qui dit que certaines décisions, qu'on appelle décisions importantes, seront des décisions qu'il faudra prendre à certaines majorités en nombre, en tête de personnes. Je m'explique. Voilà comment c'est organisé. On met dans les statuts que les gérants auront tout pouvoir pour engager la société, ça c'est la loi. En revanche, on dit que pour les décisions importantes, elles seront adoptées dans les conditions du pacte, si vous ne souhaitez pas que vos décisions importantes figurent dans les statuts pour des soucis de confidentialité. Excusez-moi. Donc, du coup, dans notre pacte, on va avoir un article qui va dérouler toutes les décisions qui semblent être des décisions importantes, au nombre desquelles vous avez quoi? Embaucher, se séparer d'un collaborateur,
embaucher, licencier un salarié, avoir des investissements de plus de X milliers d'euros, aval, caution, garantie, achat immobilier, évidemment, et je me souviens plus, ça m'échappe, excusez-moi. Excusez-moi, j'en ai un qui n'a pas coupé son micro, excusez-moi. Donc, vous allez avoir ces décisions importantes qui vont être détaillées le plus possible, toutes celles auxquelles vous pensez, se rapprocher d'un autre cabinet, avoir une nouvelle association, et parfois, pour certains qui ont des enjeux de communication très forts, avoir un budget de communication, comment est-ce que ce budget de communication va être géré, etc. Donc tout ça, c'est un certain nombre de décisions qui sont des décisions qu'on appellera décisions importantes. Et dans ces décisions importantes, vous pouvez avoir plusieurs choix. Vous pouvez vous dire qu'il faut une majorité de gérants parmi la communauté des gérants qui vont valider ces décisions importantes. Attention, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Je suis désolée. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. J'essaie de trouver le responsable. Je ne peux pas, mais bon, bref, faites attention à vos micros. La prochaine fois, c'est vrai que je prête des micros de tout le monde. Je suis désolée. Et donc, du coup, dans ces décisions importantes-là, vous allez dire, OK, j'ai 10 gérants. Ben, si plus de la moitié est d'accord, à ce moment-là, on va engager cette décision importante. Vous pouvez avoir une autre variante qu'on a faite, nous, pour certains cabinets, c'est qu'on a même subdivisé ces décisions importantes parce qu'on avait une problématique d'associés fondateurs qui voulaient quand même avoir la main sur un certain nombre de décisions. Donc, en fait, on a fait des majorités en disant plus de la moitié. Bon, voilà. Mais il fallait aussi qu'il y ait au moins 2 sur 3 des associés fondateurs qui devaient valider cette décision importante. La décision importante ne pouvait pas être prise ne pouvait pas être validée sans l'aval de l'associé fondateur. Voilà, on a fait le tour. Comme promis, j'arrête l'enregistrement et le partage. Voilà. Et donc, on est là pour répondre à toutes vos questions.